Le vinaigre, c'est parfait pour détartrer la machine à café, mais c'est pas un bon désinfectant. Non, c'est pas un bon désinfectant. Son efficacité antimicrobienne est vraiment très très limitée. C'est vraiment un mythe qui perdure, mais... AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon appétit si vous êtes à table et justement on va s'occuper un petit peu de votre assiette dans votre environnement cuisine avec mon invité ce matin, le docteur Océane Sorel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Écoutez, you are very welcome. Vous êtes docteur en médecine, vous êtes alors vétérinaire, docteur en virologie, immunologie. Vous êtes parti en postdoc aux États-Unis, après votre thèse, et vous êtes resté aux États-Unis. Hein. Exactement, ouais. Ça va faire 8 ans là qu'on est aux États-Unis. Ouais. Là, vous avez passé un petit peu quelques années à Los Angeles et maintenant vous vivez en Floride. C'est ça, exactement. Alors pourquoi vous êtes resté aux États-Unis ? Pourquoi on est resté aux États-Unis ? Enfin, pourquoi je suis Non, vous. Ouais. C'est parce que vous avez rencontré l'amour ? Non, pas du tout. Mon mari, il est français. On est partis tous ensemble aux États-Unis. Parce que tout simplement, j'ai trouvé du travail assez facilement et que la vie là-bas nous convenait très bien. Donc c'était... Voilà, on est resté donc là. Bretagne, États-Unis, c'était logique pour vous ? C'était pas forcément logique, c'est ce qui s'est passé. Vous n'auriez pas pu trouver un job à l'Institut Pasteur ? Ça aurait pu, pourquoi pas, mais oui, ça s'est fait différemment, mais c'est très alors aujourd'hui, vous travaillez dans une biotech comme virologue ? Je suis manager des publications scientifiques, donc je gère tout ce qui est publications qui partent au peer reviewing, tout ça pour les... Voilà. Bon, tout ce qui est maladies infectieuses. Vous êtes spécialiste des herpès virus. On en parlera tout à l'heure un petit peu. Exactement. Parce qu'il y a pas mal d'idées reçues sur les herpès virus. Ouais. Et vous publiez Virus, bactéries, microbes, tout savoir pour y échapper aux éditions Marabout. Et là, vous cassez beaucoup de mythes. Et vous soulevez beaucoup d'idées qui fâchent. Oui, mais alors, mais bon, il faut le faire parfois, mettre les pieds dans le plat. Alors vous avez commencé, vous, justement à déconstruire un petit peu les idées reçues et les idées fausses, en fait, les fake news, sur les réseaux sociaux, où vous êtes devenu The French virologiste. Oui. Et vous avez votre propre méthode à vous pour faire passer les messages. Oui, j'utilise l'humour, j'essaie d'utiliser l'humour pour passer des messages sérieux, mais de manière un peu moins sérieuse et un peu plus fun, parce que ça passe souvent un peu mieux comme ça. Voilà. Surtout que c'était souvent des messages un peu difficiles à faire passer, donc on retient mieux quand on se marre bien. Alors vous avez démarré ce compte comme un hobby, mais vous avez un vrai problème avec les déguisements. J'ai un petit problème avec les déguisements. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ou... On peut en parler, pas de problème. Vous aimez vraiment les déguisements ? Oui, j'aime bien me déguiser, j'aime bien... J'imagine toujours les microbes d'une certaine façon dans ma tête et j'aime bien reproduire un peu ce que j'imagine en vidéo. Et je trouve que c'est vachement plus facile aussi pour les gens pour retenir quand après ils voient des petites scénettes de ce qui se passe éventuellement dans le corps humain, etc. C'est plus simple. Mais vous n'avez pas peur pour votre crédibilité ? Non, au début ? Pas du tout. Non. C'est aux États-Unis, c'est plus facile. Je sais pas, j'ai jamais eu peur pour ma crédibilité. Non. Tant que le message restait sérieux et qu'il y avait toujours un message éducatif derrière, je pense que on prend pas trop de risques. C'est juste c'est fun et c'est de l'humour. Voilà, rien de très... The French virologiste, vous pourrez regarder sur Instagram. Alors bon, ça commence mal. Vous avez cassé mon mythe du vinaigre. Oui. Moi, j'ai des bouteilles de vinaigre alignées à la maison. Ça peut décorer. Pour décorer, c'est bien. Et alors, vous dites que contrairement aux mythes qui circulent, le vinaigre, c'est parfait pour détartrer la machine à café, mais c'est pas un bon désinfectant. Non, c'est pas un bon désinfectant. Son efficacité antimicrobienne est vraiment très très limitée. C'est vraiment un mythe qui perdure, mais ce n'est pas un bon désinfectant pour tuer les microbes, contrairement à ce que effectivement on peut croire tous les jours. Ouais. Donc ça ne sert pas à désinfecter. Mais même pas un petit peu ? Il y a certes, ça a une activité un peu limitée sur certains, éventuellement, certaines bactéries, ça a été montré, mais il faut un temps de pause d'une certaine... Enfin, c'est très variable en fonction de la bactérie. Il faut un certain temps de pause, une certaine température, une certaine dilution, etc. Donc, on ne peut pas l'utiliser comme un désinfectant universel, c'est pas possible. Alors, je vous dis ça pour le frigo. Donc, pour le frigo. Oui. Non. On n'utilise pas de vinaigre pour désinfecter son frigo. Enfin, on ne désinfecte pas si on utilise du vinaigre. On ne peut pas dire « je désinfecte au vinaigre ». Voilà. Désolée. Non. Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas ce que je vais faire de tout ce vinaigre.
Vinaigrette. Alors, pour vous, alors, parce que vous avez une passion pour les frigos. Hein. Une passion pour les frigos. Non, si, pour nettoyer les frigos, pour ce qui se passe dedans les frigos et dans la conservation des frigos. Oui. Il y a quand même beaucoup de. Ouais. Mais c'est vrai que vous venez d'un pays où il y a une religion du frigo. C'est des vrais appartements aux États-Unis, les frigos. Alors, on peut vivre dans un frigo presque. Ouais. Donc, comment on nettoie efficacement son frigo et à quelle fréquence ? Alors, déjà, le nettoyage et la désinfection, c'est pas la même chose. Le nettoyage, idéalement, il faut le faire. À chaque fois que vous avez quelque chose qui a coulé dans le frigo, il faut nettoyer. Pour nettoyer les tâches, pour en fait limiter, pour éviter que tout microbe puisse se proliférer dans les tâches qui restent en fait. Et après, il y a la désinfection. La désinfection, ça peut être. C'est pas nécessaire de le faire systématiquement ni d'une manière forcément hyper régulière. Il faut vraiment le faire de temps en temps. Ou si par exemple quelque chose a coulé dans le frigo, il est resté 3 jours. Il y a du jus de poulet qui est resté 3 jours dans le frigo. Là, il faut nettoyer puis désinfecter. Qui colle un peu. Et qui colle, parce qu'il y a un risque que des bactéries ou des microbes puissent proliférer. Et il faut en fait les tuer quoi. La désinfection, le but c'est vraiment de tuer les microbes. Alors que le nettoyage c'est vraiment d'enlever les saletés et les sources potentielles de nourriture pour les microbes. Alors vous aimez beaucoup l'eau pure, enfin l'eau du robinet pour nettoyer, mais est-ce que ça suffit pour nettoyer un frigo, l'eau du robinet, ou il faut quand même un petit détergent ? Alors on peut nettoyer avec du savon pour le nettoyage, savon et eau, et après bien rincer, surtout pas laisser de résidus, etc. Et par contre pour la désinfection, là on peut utiliser plutôt de la javel diluée par exemple. Mais c'est vraiment 2 étapes différentes. Par contre, si on veut désinfecter son frigo, il ne faut pas oublier l'étape du nettoyage qui est quand même essentielle et très importante. Et doit être, de toute façon, le nettoyage doit être systématique. La désinfection doit être moins systématique. Pas nécessairement de le faire tous les jours non plus et tomber dans l'extrême inverse où on veut désinfecter tout le temps tout son frigo. Et bien, ne pas oublier de bien rincer, de bien sécher après. Et de bien sécher aussi, parce que c'est pas parce que ça a été nettoyé et que si ça n'a pas été séché, c'est pareil. Hein. Il faut éviter de laisser un peu trop d'humidité dans le frigo, parce que pareil, les bactéries, les microbes, ils adorent l'humidité, etc. Donc il vaut mieux éviter de laisser des zones humides. Voilà. Donc la fréquence de la désinfection ? La fréquence, encore une fois, c'est très variable. Ça dépend vraiment de si votre frigo il est sale. Si vous laissez toujours traîner des trucs et que ça coule et qu'après vous nettoyez 15 jours après, alors là, oui, il faut désinfecter à chaque fois que vous y mettez une bonne fois, quoi. Mais si vous faites attention et que vous nettoyez régulièrement, il n'y a pas besoin de le désinfecter très très souvent. Il n'y a pas de règle universelle pour la désinfection du frigo. Le nettoyage, c'est au moins une fois par mois. Et la désinfection, c'est vraiment un peu au cas par cas, quoi. Alors, le frigo, c'est l'histoire d'un plat, souvent, qu'on fait cuire et qu'on voudrait mettre au frigo. Ouais. Et donc là, on ne va pas le mettre au frigo parce que le plat est trop chaud. Oui, ça c'est un dilemme. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'on le laisse reposer et refroidir tranquillou sur la planche de la cuisine ou sur son plan de travail ? Alors, on peut laisser refroidir, mais la règle, c'est de ne pas dépasser 2 heures après la fin de la cuisson avant de mettre au frigo. Donc on ne peut pas laisser, par exemple, parfois des gens me disent je laisse le plat refroidir toute la nuit dans le four. Ça, il ne faut pas le faire parce qu'il y a un gros risque d'intoxication alimentaire. Parce que Même si c'est des produits qui ne craignent pas, si c'est des pâtes par exemple. Mais en fait, les pâtes peuvent éventuellement craindre aussi parce qu'il y a des bactéries qui peuvent germer et après produire des toxines et on peut s'intoxiquer aussi. Donc, on a l'impression que ça ne craint pas, mais en fait ça craint. Une fois qu'elles sont réhumidifiées, les pâtes, c'est un terrain propice au développement microbien. Donc il faut faire attention. Ça veut dire que pas au frais, il n'y a pas de produits qui ne craignent pas en fait. C'est ça que ça veut les dire. produits secs, ça craint pas quand c'est pas au frais, mais les conserves non plus, tant qu'elles sont pas ouvertes. Une fois qu'elles sont ouvertes, voilà, de nouveau, ça craint. Non, tout ce qui est cuit, qui sort du four, doit être placé au frais ensuite, dans les 2 heures. Et alors, si jamais c'est encore trop chaud pour mettre au frais après 2 heures, ce qu'on peut faire, c'est, pour accélérer le refroidissement, on peut séparer le plat en plusieurs petits plats pour qu'il refroidisse plus vite et placer au frais après. Mais pas placer au frais non plus direct quand ça sort du four parce que ça risque de réchauffer le frigo et alors on peut avoir une température qui n'est pas optimale et il peut y avoir des développements microbiens dans le frigo. D'accord. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop chaud mais pas non plus attendre trop longtemps pour le mettre. Donc la règle c'est 2 heures. C'est 2 heures. Maximum. Alors c'est vrai qu'on est en pleine mode du batch cooking, donc les gens le week-end cuisinent pour l'ensemble de la semaine et se retrouvent avec une quantité de nourriture quand même à stocker. Bonne ou mauvaise idée le batch cooking ? C'est une bonne idée le batch cooking pour s'organiser. Il faut quand même faire attention à la conservation. La recommandation, c'est les plats cuisinés, c'est de ne pas dépasser 3 jours au frigo avant de les consommer. Donc si vous avez prévu par exemple Même si c'est cuit ?
Ah oui, même si c'est cuit. Oui, parce que donc si vous cuisinez le dimanche pour toute la semaine, alors les plats du jeudi, vendredi, il faut les mettre au congélateur. Comme ça, vous ne dépassez pas les 3 jours qui sont recommandés, parce qu'il y a un risque réel d'intoxication, parce que le frigo ralentit le développement des bactéries, mais il l'inhibe pas complètement. Donc elles vont avoir un développement éventuellement plus ralenti. Et donc il y a toujours un risque d'intoxication après une certaine durée. D'ailleurs, il y a un autre mythe, c'est que finalement, la congélation, ça tue les bactéries. Ah, ça, c'est un mythe, ouais. Non, ça tue pas les bactéries, ça vraiment, ça les met en pause. Elles sont emprisonnées dans la glace, entre guillemets, et dès qu'elles repassent dans une zone de température où elles peuvent se développer, elles reprennent là où on était en fait avant. Donc, c'est un mythe total, ouais. Ça tue certains parasites, et encore pas tous. Ça vous dites que c'est utile en cas de sushi, si on veut faire des sushis. Oui, ça peut tuer les vers exactement, les vers du poisson. Ça les tue, les larves qui sont dedans, au bout d'un certain temps. Je crois que c'est 3 jours qui c'est recommandé. Il faudrait que je vérifie la durée. Et il faut que ce soit bien à moins 20 degrés. Donc un petit freezer, ça suffit pas, par exemple. Ouais. Ça les tue, ouais. Alors, tant qu'on est dans le réfrigérateur, c'est bien utile de nettoyer ses œufs et de laver ses œufs avant de les mettre au réfrigérateur. Non, il ne faut pas laver ses œufs. En fait, il ne faut pas laver ses œufs tout simplement parce que les œufs, donc la coquille de l'œuf, c'est une structure poreuse, donc il y a des petits trous. On ne les voit pas à l'œil nu, mais il y a plein de petits trous. Et elle s'est recouverte ce qu'on appelle une cuticule. En fait, c'est une enveloppe transparente qui va protéger l'œuf, qui va empêcher que les bactéries puissent pénétrer dans l'œuf. Et si on les lave, en fait, on enlève cette cuticule. Alors du coup, les petits trous sont exposés, les pores, et les bactéries peuvent se frayer un chemin dans les pores, se mettre dans l'œuf et se développer plus facilement. Pourtant, on dit que c'est plein de bactéries, les œufs, que c'est sale, en fait. C'est pas... Ça peut contenir des bactéries éventuellement, mais c'est pour ça qu'on recommande... Sur la coque, je veux dire. Ouais. Ah, sur la coque, si vous, par exemple, il y a du caca de poule, si vous avez des poules à la maison, il y a du caca de poule, vous pouvez les brosser. Après, ceux qui sont vraiment très très sales, vaut mieux les jeter pour éviter les contaminations, etc. Mais en général, les œufs sont quand même pas très 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 sales. Et encore une fois, si les bactéries qui sont présentes à la surface de la coquille de l'œuf, s'il y a la cuticule, en général, elles peuvent pas rentrer. Par contre, si vous enlevez cette cuticule, alors là, elles ont le champ libre pour passer dans le tunnel et aller se développer dans l'œuf, parce qu'il y a une source de nourriture dans l'œuf qu'il n'y a pas à l'extérieur. Alors pourtant, il y a un test qui consiste, pour vérifier que les œufs sont frais, c'est de les plonger dans l'eau. Ouais. Alors ce test-là, honnêtement, il est scientifiquement correct, dans le sens où plus un œuf vieillit et plus la poche d'air qui est contenue dans l'œuf grandit, et donc c'est pour ça qu'il flotte. Alors après, il n'y a pas de... il n'y a pas de données scientifiques pour dire s'il flotte, c'est sûr qu'il n'est pas bon, etc. Donc oui, vous pouvez le faire. Par contre, si vous le faites et que vous le mettez dans l'eau, moi ce que je dis toujours, il vaut mieux bien le cuire après, parce que du coup vous l'avez mouillé, donc il n'y a plus cette cuticule, donc il vaut mieux pas le consommer cru, quoi. Mais voilà, si vous le cuisez bien après. Donc s'il coule, c'est qu'il est frais. S'il coule, c'est qu'il est plus frais que celui qui flotte. Qui flotte, c'est ça. Mais il n'y a pas de garantie qu'il n'ait pas été contaminé parce qu'il coule, quoi. Donc c'est toujours délicat. On peut le manger quand même si on l'a laissé plonger dans l'eau. Voilà, en théorie, vous pouvez le manger, ouais. Voilà, et je reçois ce matin The French virologiste, le docteur Océane Sorel, qui est avec nous et qui vient nous parler de son premier livre, 1 an de boulot. Ouais, 1 an, presque 1 an. Ouais. 11 mois intenses, ouais. Virus, bactéries, microbes, tout savoir pour y échapper aux éditions Marabout. Bon, alors effectivement, vous revenez sur beaucoup d'idées reçues, sur beaucoup de sujets qui fâchent. Oui. Bon, de toute façon, maintenant que j'ai évacué le vinaigre, de toute façon, ça va mieux. On a fait le plus dur. Les autres sujets à côté sont. D'accord. Ouais. J'ai vu dans votre livre qu'il y avait un vaccin contre le palu. Ouais, il est disponible pour faire vacciner certains enfants en Afrique, mais l'efficacité n'est pas non plus dingo, ouais. Il y en a d'autres qui sont en développement, donc il y a vraiment un espoir aussi pour le palu, pour l'avenir, ouais. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment pour enlever les pesticides des légumes ? Pour enlever les pesticides des légumes, alors en fait, les recommandations générales, c'est d'utiliser de l'eau claire, de l'eau potable, enfin l'eau du robinet, l'eau courante. Vous les passez, par exemple, une courgette sous l'eau du robinet. Et ça suffit pour enlever les pesticides. Pesticides et la majorité pesticides, et aussi la majorité des microbes éventuellement qui peuvent se trouver à la surface des légumes et qui peuvent éventuellement nous contaminer. Bon, pas de bicarbonate. En fait, il n'y a pas d'utilité pour le bicarbonate démontré, non, pas du tout. Contrairement aux croyances populaires.
Alors vous appuyez, il faut expliquer, sur des études scientifiques. Exactement. Voilà. Donc, sur l'état de la science à l'heure actuelle, ce qu'on sait, le consensus, c'est que l'eau claire, potable, l'eau courante suffit à enlever la majorité des pesticides et la majorité des microbes à la surface des légumes. Ouais. Même si tous les consensus scientifiques peuvent ne pas être... Ils peuvent évoluer. Le consensus évolue toujours avec les données. Mais il y a quand même des études qui montrent qu'il n'y a pas d'intérêt de laver au bicarbonate par rapport à l'eau courante. Pas d'intérêt de laver au vinaigre non plus. Encore le vinaigre. Ah oui, comment vous me cherchez. Voilà, mais alors, par exemple, bon, il se pourrait que le pruneau d'Agen, ce soit bon pour la constipation. Mais il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus. Ah, je pense qu'il y en a. Hein. Je sais pas, j'ai pas regardé. Pourtant, ça fonctionne très bien, le pruneau d'Agen. À mon avis, il y en a quand même. Je pense qu'il y en a, ouais. J'imagine. Je n'ai pas été vérifié. Il faudrait que j'aille vérifier. Bon, ce qui est important, c'est que vous, dans la démarche qui était la vôtre, c'est que vous vouliez faire sauter un certain nombre de fake news. Hein, en termes de santé, il y en a énormément qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est popularisé, et ça finit par devenir une croyance. Ah, mais c'est complètement des croyances. Les fake news, moi je dis toujours que le terreau des fake news, c'est la peur. Et ensuite, avec la peur vient les croyances en fait, des gens. Tout le monde donne son opinion sur des faits scientifiques, alors que opinion et fait, c'est des choses complètement différentes qui ne devraient même pas être opposées l'une à l'autre. Et en fait, ça mène à la désinformation. Et la plupart des fake news qui font le buzz, elles deviennent complètement virales sur les réseaux sociaux, parce qu'elles sont toujours sensationnelles, en fait. Et du coup, les gens partagent. Et en fait, c'est difficile de lutter contre ça parce que... Oui, et vous, quand vous arrivez en tant que scientifique, vous arrivez comme une rabat-joie. Et puis nos infos, elles sont pas aussi sensationnelles, en fait. On a toujours des trucs beaucoup plus nuancés en disant, en fait, c'est pas comme ça. Donc, forcément, ça fait moins du clic, quoi. Ça fait moins le buzz et c'est moins partagé. Donc, c'est difficile de lutter contre ça, ouais. Alors, un de vos gros succès, en triomphe même, c'est mets tes chaussons, tu vas attraper froid. Ouais. Non. Mais des chaussons, tu ne vas pas attraper froid. Enfin, tu peux mettre tes chaussons pour pas avoir froid, mais tu ne vas pas tomber malade si tu ne mets pas tes chaussons. Ma grand-mère, elle disait ne marche pas pieds nus sur le carrelage, tu vas attraper froid. On l'a tous entendu, je pense, celle-là. Mets ton manteau, etc. Alors le froid... Et le dos à l'air aussi. Le dos à l'air, les cheveux mouillés aussi. Ouais. Le froid ne rend pas malade. Ce qui rend malade, c'est les microbes qu'on attrape. Après, le froid peut être un facteur dans le sens où quand il fait froid, on a plus tendance à se confiner les uns avec les autres, donc on peut plus facilement échanger des microbes, on aère moins les pièces, donc les microbes sont plus facilement concentrés, les virus plus facilement concentrés dans l'air, donc plus de risques de l'attraper. Mais sérieux, on n'attrape pas froid aux pieds. Par les pieds, non. Tu vas attraper la mort. Non, tu n'attrapes pas la mort par les pieds. Non, je suis désolée, c'est un mythe. Et encore une fois, c'est... Voilà. Après, il y a des... Mais si je vais torse nu, dehors, et qu'il n'y a pas de microbes... Avec la température qu'il fait, et qu'il n'y a pas de microbes, je ne vais pas attraper froid. Enfin, je ne vais pas être malade, en fait. C'est ça la question. Non, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de microbes qui rentrent dans le corps, il faut un microbe pour tomber malade de la grippe ou d'un rhume. Un rhume, c'est provoqué par un virus. Donc, il faut pouvoir avoir rencontré un virus. Donc, si dans l'air, quand on va dehors, il n'y a pas de virus, alors il ne va rien se passer. Après, encore une fois, le froid peut être un facteur aussi dans le sens où il y a certains virus qui sont plus résistants dans le milieu extérieur quand il fait froid par rapport à quand il fait chaud, par exemple. Donc, ils vont être plus facilement en plus grande concentration dans l'environnement, etc. Et il y a des études là, c'est un peu plus controversé. Il y a des études qui montrent que dans la muqueuse du nez, la réaction immunitaire est un peu plus faible quand il fait froid. Et qu'éventuellement c'est une porte d'entrée plus facile pour les microbes pour entrer, mais franchement c'est pas ultra prouvé encore. Je sais que ça a fait beaucoup de buzz dans la presse. Il n'y a pas consensus. Mais encore une fois, si on peut pas attraper froid par les pieds si c'est la muqueuse du nez qui refroidit, quoi. C'est pas très logique, en fait. Alors parmi les idées reçues, c'est un bon coup de froid, ça tue les microbes. Non plus. Non, parce que en fait on utilise même le froid pour conserver les microbes. Donc en fait, le froid conserve les microbes. Non, attends, c'est pas exactement ça. C'est un bon froid sec, pardon. Non plus. Non. C'est vrai quand c'est humide et froid, il y a des études qui ont montré que, par exemple, le virus de la grippe subsiste plus longtemps dans l'environnement. Mais le froid est quand même ça préserve en fait plutôt les microbes, quoi, que ça les tue. Non. Donc non. On n'attrape pas froid. On n'attrape pas froid. Pourtant, on est quand même plus malade l'hiver.
Oui, mais c'est encore une fois, c'est tous ces facteurs-là que je disais, parce qu'en fait, l'hiver, on a tendance à tous se confiner à l'intérieur parce qu'il fait trop froid dehors, on aère moins les pièces, donc le risque de rencontrer un virus que quelqu'un d'autre va laisser dans la pièce, par exemple, est beaucoup plus élevé. Les virus sont plus résistants dans le milieu extérieur quand il fait froid, et voilà. Donc tous ces facteurs, en fait, font que éventuellement, on a plus de chances de rencontrer un virus et d'être infecté par un microbe quand il fait froid. Alors attention au mésusage des antibiotiques à cause de l'antibiorésistance. Exact. Donc ça, c'est étudié. Ah oui, ça c'est un gros sujet en ce moment, enfin de ces 10 dernières années, au moins. C'est un phénomène émergent, l'antibiorésistance. Il y a de plus en plus de bactéries qui en fait ont récupéré des gènes de résistance, donc deviennent résistantes à plein d'antibiotiques différents et qu'on a vraiment du mal à traiter. Et donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'antibiorésistance, et ça devient compliqué parce que ces bactéries, en fait, elles deviennent un peu des super bactéries qui sont résistantes. Les super bactéries, qui sont résistantes à plein de trucs, quoi. Donc, il faut trouver des alternatives pour pouvoir les soigner, et surtout, il faut limiter leur propagation parce qu'en fait, ça va devenir compliqué sinon de gérer. Est-ce que les Américains bossent enfin sur les phages ou toujours pas ? Ah si, les phages, c'est un gros sujet de recherche, un gros projet de recherche pour les. Il y a plusieurs pistes de recherche pour l'antibiorésistance, dont les phages. Des startups, les phages, c'est ça. Tout ça. Qui ciblent certaines bactéries résistantes. On va y venir. Quels sont les mésusages justement liés aux maladies de l'hiver avec les antibiotiques ? C'est souvent, par exemple, si on prend des antibiotiques alors qu'on a attrapé un rhume causé par un virus, l'antibiotique va avoir aucun effet sur le virus parce que les antibiotiques sont pas faits pour traiter des virus mais pour traiter des bactéries, enfin pour tuer des bactéries. Et en fait, on risque de sélectionner en utilisant des antibiotiques trop souvent à de mauvais endroits, sélectionner des bactéries résistantes qui ensuite peuvent se propager à d'autres, etc. Aussi arrêter son traitement trop tôt. Si vous êtes traité par antibiotique pour une maladie bactérienne, causée par une bactérie, et qu'au bout de 3 jours vous allez mieux, vous dites j'arrête mon traitement, alors qu'en fait vous avez prescrit peut-être 7 jours. Et en fait, le fait de faire ça, vous risquez aussi de sélectionner des bactéries résistantes parce que toutes les bactéries qui étaient le plus sensibles sont mortes, mais celles qui étaient un peu costaudes, là, elles sont encore vivantes. Et elles auraient peut-être fini par mourir après 5 jours d'antibiotiques, mais vous arrêtez ça, donc en fait elles vont avoir le champ libre pour se développer. Et tout ça, ça fait partie des facteurs qui augmentent en fait l'antibiorésistance. Voilà. Alors j'ai appris dans votre livre, c'est à peu près connu que les oreillons peuvent rendre les hommes stériles, mais ça peut rendre aussi les femmes stériles. Ça peut. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'études je crois pas que sur les ovaires, en disant que finalement ça pouvait. Non, je crois pas que dans le. Non. Non, justement, je pense qu'il y a dans le livre, c'est marqué que j'avais fait toute la biblio. Et il me semble qu'il n'y avait pas de lien démontré. Il n'y a pas de lien démontré entre la stérilité des... Ça pouvait, oui, effectivement, causer, je crois, une inflammation. J'avais fait toute la biblio, je me souviens très bien. Et il n'y avait pas de lien de stérilité démontré avec les oreillons. Non. Dans ce cas-là, vous vous plongez dans les études. Ah ouais, moi je vais toujours vérifier dans les publis. PubMed, c'est mon ami. Comment il s'appelle ? PubMed, c'est le moteur de recherche pour toutes les publications scientifiques. Ouais. Alors, une de vos grandes spécialités, c'est parce que vous avez énormément travaillé dessus, c'est l'herpès. Les virus de l'herpès. Les gens sont très peu au courant d'ailleurs de l'herpès. Énormément de la population est infestée par le virus de l'herpès. Ouais. Et alors, il faut dire aussi un autre truc, c'est qu'il y a plein de virus de l'herpès différents. Il y a l'herpès tel que vous l'entendez qui cause le bouton de fièvre ou l'herpès génital, mais dans la grande famille des herpès virus, moi j'ai travaillé sur plein d'autres virus de l'herpès, notamment le virus qui cause la varicelle et le zona, c'est un herpès virus aussi. Ça, c'est moins connu. Celui de la mononucléose aussi. Le zona, c'est une résurgence de la varicelle, non ? Du virus de la varicelle, c'est ça, une réactivation du virus de la varicelle. Donc les herpès, vous dites 70% des personnes de moins de 50 ans dans le monde seraient infectées par le virus de l'herpès. Il y a beaucoup de gens qui sont porteurs, c'est énorme. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils sont infectés par le virus de l'herpès parce qu'en fait, ils n'ont aucune manifestation. Donc tout le monde ne fait pas de bouton, en fait. Non. Mais alors pourquoi on fait un bouton ? Comment expliquer que certains font des boutons ou pas ? Et ça, on ne sait pas encore quels sont exactement... Il y a sûrement des facteurs génétiques, environnementaux. Globalement, on sait que la réactivation du virus de l'herpès, elle est liée à une baisse
de la réaction immunitaire, donc l'immunité qui est un peu plus faible. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, moi je vais pas en avoir et quelqu'un d'autre va en avoir? Ça, c'est vraiment difficile. On ne sait pas en fait. Et on peut très bien être porteur du virus de l'herpès et n'avoir jamais eu de bouton de fièvre et n'en avoir jamais de sa vie. Quoi, c'est un porteur sain, ça? On appelle ça un porteur? Oui, c'est ça, asymptomatique. Ouais. Pas de symptômes. Alors, ça peut toucher l'œil et le doigt, dites-vous? Ouais, aussi, ça peut se répandre. Parce que quand ça réactive, ça peut se répandre à d'autres endroits. Mais c'est plus rare. Hein. Le plus fréquent, ça reste autour de la bouche, etc. Le bouton de fièvre. Ouais. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur l'herpès, finalement, que vous avez envie de partager avec nous? Pas plein de choses. L'herpès, les virus de l'herpès, de manière générale, ils adorent... ils ont des mécanismes très, très compliqués qui ont été mis en place par l'évolution, etc., où ils arrivent très très bien à déjouer notre système immunitaire. Ils sont très forts à ça. Ils se planquent. Ouais. Et après, ils montrent aucun signe de vie, entre guillemets. Et en fait, nos cellules de l'immunité n'arrivent pas à l'éliminer complètement, parce qu'ils vont dans nos neurones et ils restent planqués là toute leur vie. Et en fait, ils passent inaperçus. Et c'est pour ça que notre système immunitaire n'arrive jamais à s'en débarrasser. Et on n'a pas tout compris encore. Ils aiment le soleil ou pas alors finalement? Alors quand il y a les... en fait, donc on dit souvent que le soleil est un facteur de réactivation c'est pour ça que je vous pose la question. Du virus de l'herpès. Ouais. Alors on ne sait pas très bien pourquoi. On suppose que en fait, les UV diminuent en fait, l'immunité au niveau local et que potentiellement ça pourrait laisser une porte d'entrée au virus pour réactiver. Ou ça peut aussi très bien avoir une réaction avec le cycle du virus aussi, mais en fait on ne sait pas vraiment pourquoi. On sait très bien qu'il y a un facteur de corrélation avec ça, mais on ne sait pas exactement pourquoi ni quels sont les mécanismes. C'est très compliqué d'étudier les herpès virus, ils sont très très compliqués. C'est pour ça qu'on n'a toujours pas de vaccin contre l'herpès non plus, mais c'est pas faute de les étudier, hein, mais... Bon, c'est super intéressant en tout cas en plus parce que vu le nombre de porteurs qui s'ignorent, c'est clair. Nous avons le docteur Océane Sorel avec nous. Alors elle vit en Floride aux États-Unis d'habitude. Vous aimez qu'on dise que vous êtes la virologiste d'Instagram? Oh, ça me dérange pas. Ouais. The French virologist. On peut dire ça. Ouais. Je suis pas la seule. Je pense qu'il y en a plein d'autres, hein, mais oui. Mais vous êtes la plus drôle. Ah bon, il paraît? Ok, je prends. Ou la plus déguisée. Moi, si je dis la plus déguisée, sûrement. La plus déguisée, voilà. Peut-être que... Exact. Voilà. Et vous venez nous parler aujourd'hui des virus, des bactéries, des microbes, tout savoir pour y échapper aux éditions Marabout, avec vraiment des questions... Alors par exemple, il y a une question qu'on s'est beaucoup posée aux alentours du 1er décembre, c'est pourquoi on a mis moins d'1 an pour trouver un vaccin contre le Covid et que 30 ou 40 ans après, on n'a pas de vaccin contre le sida. Contre le VIH, ouais. Ça, c'est très... Déjà, premièrement, les virus sont très différents. Le VIH est un virus qui cause le sida, est complètement différent du virus qui cause le Covid-19. Tout simplement parce que déjà le VIH il persiste dans le corps, ce qui ne fait pas le virus qui cause le Covid. Et voilà, donc les mécanismes sont complètement différents. C'est très difficile vraiment de détecter les réservoirs du virus du sida qui cause le sida, parce que en fait il se planque dans le corps tout simplement, et donc en fait c'est très difficile de le déloger une fois qu'il a pénétré dans le corps. Et aussi, il mute très rapidement. Donc, il y a plein de souches différentes du VIH. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a suffisamment de laboratoires de mobiliser pour trouver ce vaccin, comme l'ont été mobilisés ceux qui ont trouvé un vaccin contre le Covid? Ah oui, il y a énormément. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup. Est-ce que le business est aussi juteux? Je pense que c'est pas une question de business. Après, il y a beaucoup de financements qui vont au VIH, mais il y a vraiment énormément. J'étais encore au colloque hier à l'Institut Pasteur, parce que c'était les 40 ans de la découverte du VIH par des chercheurs de l'Institut Pasteur, justement. Et il y a vraiment une grosse mobilisation internationale autour de ça. Et il y a aussi, au-delà du vaccin qu'on essaie effectivement de trouver contre le VIH, ils essaient aussi de trouver des traitements pour vraiment guérir les gens qui sont déjà infectés par le VIH, pour vraiment qu'ils se débarrassent complètement du virus, parce que c'est ce qu'on n'arrive pas à faire au jour d'aujourd'hui. Et c'est très compliqué. Et alors, dans le cas du Covid, ce qui s'est passé, c'est que on avait cette technologie de vaccin ARN qui était déjà développée. C'est pas un truc qui est arrivé en 2020. Et
Donc on avait déjà la technologie en place. Mais qui était quand même expérimentale. Qui était expérimentale, mais il y avait eu des grandes avancées et il y avait déjà cette technologie qui était en place. Il y avait déjà eu des essais cliniques pour traiter d'autres maladies. Et surtout, ils ont bénéficié à ce moment-là d'énormément de fonds de financement pour développer encore plus rapidement. Après, il y a tout un process qui s'est mis en place au niveau de ce qu'on appelle le rolling review avec tout ce qui est l'EMA, etc., pour la FDA, pour pouvoir reviewer les résultats, pour pouvoir les mettre sur le marché très rapidement. Là, vous êtes parti en mode anglais, là. J'arrive pas à trouver les mots en français pour l'expliquer, mais en gros c'était pour pouvoir les mettre sur le marché plus rapidement. Toute la paperasse et la documentation qui normalement prend des années, là ils ont fait tout pour que ça aille très très vite. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été recrutés dans les essais cliniques et il y a eu beaucoup de volontaires, ce qui n'est pas toujours, ce qui est parfois difficile de trouver en fait des volontaires pour les essais cliniques. Là, comme c'était un problème mondial, une pandémie, que tout le monde était dans le caca, il y a eu beaucoup de volontaires pour les essais cliniques et donc ça a été aussi très rapide pour ça. Mais il y a le même engagement pour le sida aujourd'hui et on a les mêmes fonds, on a les mêmes... Non, je pense que les fonds qu'il y a eu au moment de... Je n'ai pas les chiffres, donc je ne peux même pas vous dire, mais les fonds qu'il y a eu au moment de la pandémie, comme c'était des fonds d'urgence, je pense qu'il y a eu beaucoup de déblocage de fonds dont n'a pas forcément bénéficié le VIH, mais je n'ai pas les chiffres pour comparer, mais il y a toujours la même intention, la même motivation des chercheurs pour trouver... c'est pas un manque de motivation, c'est clair que c'est... C'est la complexité du virus. Mais la complexité du VIH n'a rien à voir avec la complexité du SARS-CoV-2. Il est un peu comme l'herpès, finalement, il se cache. Il se cache, c'est pas les mêmes mécanismes, les deux sont vraiment des virus très très différents, mais parce que lui, le VIH, en fait, il prend des bouts de son génome, en gros, et il les intègre dans notre ADN à nous, et en fait, il se planque dans nos propres gènes, quoi. Et donc, pour le déloger de là, une fois qu'il y est, c'est compliqué. Alors, on a beaucoup parlé de la bronchiolite cette année, on en a beaucoup parlé et plus parlé. Finalement, le médicament qu'on a trouvé, le traitement qu'on a trouvé pour prévenir la bronchiolite, est-ce que ça peut s'apparenter à un vaccin ? Alors, c'est pas un vaccin, on appelle ça donc c'est un traitement préventif, c'est un anticorps monoclonal. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'anticorps monoclonal. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? En fait, donc les anticorps, par exemple, quand on est vacciné, on produit des anticorps. Quand on est infecté, on va produire des anticorps qui vont ensuite capter les virus ou les microbes et les neutraliser. C'est des petites armes du système immunitaire. Et donc en fait là on injecte juste l'anticorps, donc en fait on n'injecte pas le vaccin. Le but d'un vaccin par exemple c'est de stimuler notre propre immunité à nous pour qu'elle puisse produire des anticorps et des lymphocytes tueurs, enfin une immunité mémoire pour qu'ils se souviennent, etc. La différence c'est que là on met juste l'arme, en fait l'arme fatale dans le corps, mais il y aura pas de mémoire immunitaire, notre corps va pas s'en souvenir une fois que les anticorps ont été dégradés et sont disparus. Et l'immunité ne va pas se remémorer la chose. On appelle ça l'immunité passive, au contraire de l'immunité active avec la vaccination ou même l'infection. Et donc voilà. Et donc le but, c'est d'injecter au bébé ces anticorps juste avant la saison de la bronchiolite, pour qu'en fait les anticorps circulent dans le corps un peu comme des sentinelles, pour que dès que le virus qui est le VRS, qui est le principal... Alors, c'est le virus respiratoire syncytial. Syncytial, c'est le virus responsable de la bronchiolite. C'est le principal. Ouais. Il y en a d'autres, mais c'est le principal qui cause le plus grand nombre de bronchiolites. Comme ça, dès que ces sentinelles, ces anticorps sont dans le corps, en fait, dès que le VRS veut pénétrer dans le corps du bébé, les anticorps vont tout de suite le neutraliser pour l'empêcher de se multiplier et de causer éventuellement la bronchiolite. C'est ça le but. Mais je crois qu'il y a des petits problèmes d'approvisionnement, oui, ça revient. En France. Ça revient. Ça revient là, ça y est. Ouais, mais bon, après, la saison sera passée. Si vous dites qu'il faut le prendre en préventif. Finalement. Il faut le prendre, il faut l'injecter en préventif, ouais. Pourquoi les IST ne s'attrapent-elles pas sous les lunettes des toilettes ? On y répond, on laisse voir le livre. On peut y répondre. Tout simplement, déjà parce que les microbes qui causent les IST, ils vivent sur nous, ils vivent dans le corps et ils survivent pas très très bien dans l'environnement. Donc c'est difficile on peut pas. C'est pas en s'asseyant sur les toilettes qu'on va attraper une IST, quoi. C'est pas. Il y a pas de. C'est faux. Ni au hammam, ni nulle part. Non. C'est sûr qu'il y a des études scientifiques. Il y a consensus là-dessus. Oui, il y a consensus là-dessus quand même. C'est pas. Ni à la piscine. Les IST, ça s'attrape surtout avec tout ce qui est rapport. Mais ça peut pas s'attraper aux toilettes. Le risque, il est extrêmement faible et extrêmement très peu probable. Voilà. Mais on ne veut jamais dire jamais en science, en fait. C'est toujours comme ça. On est obligé de parler de risque et de niveau de risque. Et le risque,
d'attraper une IST sur les toilettes est extrêmement faible. Voilà. Dans l'état de connaissance de la science aujourd'hui, donc ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est quand on réécoutera l'émission dans 10 ou 20 ans, peut-être qu'on a. Bon, les enfants, les éponges, ça se lave, c'est comme les torchons, comme les planches à découper. Alors, vos conseils pour les éponges? Alors les éponges, on peut les laver, pour les désinfecter, on peut pour désinfecter très facilement quand elles sont pas métalliques, attention je précise, on peut très bien les imbiber d'eau et les passer au micro-ondes, je crois que c'est 1 minute à pleine puissance, c'est dans mon livre d'ailleurs. Si elles sont pas métalliques, sinon ça va pas faire exploser les éponges, on est d'accord? Non. Bon, d'accord. Si elles sont bien imbibées d'eau, attention de bien mettre de l'eau parce que si on les met sèches dedans, effectivement, ça va les faire cramer. Ça c'est votre truc, c'est le type, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, c'est la chaleur qui tue les microbes. Et donc en fait, il faut amener l'éponge à une certaine température pour vraiment tuer les microbes. Alors on peut aussi la mettre dans l'eau bouillante quelques minutes, comme ça peut tuer les microbes. Et sinon, les changer régulièrement, quoi. Et les torchons, pareil, il faut les laver à 60 degrés régulièrement pour vraiment tuer les microbes. Parce qu'en fait, c'est des zones humides. Souvent, on essuie de la nourriture avec, donc c'est un endroit que les microbes, ils adorent ça. Humidité plus nourriture, paradis. C'est pour ça qu'elles commencent à sentir mauvais et tout après. Mais si on les met à sécher? Non, parce qu'elles sont toujours là dès qu'on va... Enfin, ça va pas les tuer de les faire sécher, ça va pas les tuer. On peut les faire bouillir et après les faire sécher, mais ça va pas... De toute façon, ça pue. Là, c'est la chaleur qui... Ouais. La chaleur, c'est souvent le meilleur désinfectant. Enfin, c'est pas toujours des meilleurs désinfectants. On peut pas toujours tout chauffer, mais dans ces cas-là, oui. Les faire bouillir, ça les tue. Ouais. Ça aide. Bon, docteur Océane, est-ce qu'on exagère le nombre de bactéries qui peuvent rendre les enfants malades? Ça dépend comment ça? Pour la nourriture? Ouais, pour la nourriture. Ouais. Non, il y a des bactéries. Alors après, attention, il faut faire la différence entre les bonnes bactéries qui vont rien nous faire, et il y en a plein, et il y a les mauvaises bactéries qui peuvent nous rendre très 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 malades. Donc elles sont pas toutes égales. Il y a pas un seul type de bactéries. C'est vraiment il y a des aliments qui sont plus à risque de contenir ces bactéries qui peuvent nous rendre très malades, dont particulièrement les enfants parce qu'ils sont plus fragiles et plus sensibles aux infections. Qu'est-ce qu'on évite de donner aux enfants qui ont moins de 5 ans? Alors moins de 5 ans, on évite tout ce qui est lait cru. C'est-à-dire le lait cru, par exemple le lait qui sort du pied de la vache, ça il faut voilà. Le fromage au lait cru. Même s'il est bouillu. Mais si on l'a chauffé. Il est plus cru. Il est plus cru, c'est du lait cru. Okay. Il faut éviter tout ce qui est fromage au lait cru, sauf ceux qui ont été, comme le comté, qui ont été cuits ensuite, parce qu'ils sont au lait cru, mais après ils suivent un processus de cuisson qui en fait tue la plupart des bactéries. Il faut éviter tout ce qui est viande crue, notamment, ou pas assez cuite. Donc tout ce qui est, par exemple, steak haché, il faut éviter saignant pour les jeunes enfants, parce qu'il y a un risque notamment d'Escherichia coli, on en a déjà entendu parler avec tout ce qui est syndrome hémolytique et urémique, le CHU, là, le fameux CHU, ça a fait pas mal de la une des... C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de cas aux États-Unis. Hein. Peut-être qu'il y a eu... mais en France, il y en a eu aussi. Ça a touché beaucoup les hamburgers. Oui, mais c'est toujours la même raison. Hein. C'est parce qu'il y a un risque de retrouver des Escherichia coli qui sont pas gentilles. Elles sont pas toutes pas gentilles, mais celles-ci, elles peuvent être pas gentilles. Donc le secret, c'est de bien cuire en fait. La cuisson, c'est encore la chaleur, encore une fois, qui va tuer la plupart des bactéries. Mais là, ça concerne que la viande hachée ou toutes les viandes? Ah non, c'est toutes les viandes. De toute façon, tout ce qui est poulet, il faut bien cuire pour tout le monde, de toute manière. Mais par exemple, le bœuf, parfois, un steak saignant, il faut éviter pour les enfants. Il faut bien les cuire, quoi. Et tout ce qui est, il faut éviter tout ce qui est viande crue, tartare et tout ça. Et ça, il faut pas... Alors après, il y a tartare, mais il y a la grande mode des carpaccio aussi. Oui, ça c'est pareil. La charcuterie aussi, il faut éviter pour les jeunes enfants, qui est pas cuite. Voilà. Après, il y a tout ce qui est œufs crus aussi, il faut éviter, ou œufs pas assez cuits. Donc par exemple, l'œuf à la coque, normalement, il faut éviter pour les moins de 5. Je sais bien que c'est difficile parce que beaucoup de parents qui donnent des œufs à la coque à leurs enfants, mais il faut mousse au chocolat à base de cru, éviter. Mayonnaise à base de cru, éviter. Voilà. Tiens, il y a un truc, alors ça m'a surpris, vous dites qu'il vous déconseillez de mettre le doigt dans la pâte crue. Ouais. Ce qu'on fait souvent, on goûte, c'est hop. Ouais. Bah oui, parce ni vu ni connu. Il y a un risque d'intoxication, encore une fois. C'est quoi, c'est les œufs? Alors, ça peut être les œufs, mais il y a aussi la farine. Ça, c'est moins connu, mais la farine peut contenir aussi des bactéries qui peuvent rendre malade quand elle n'est pas cuite. Donc, c'est pour ça qu'il faut la cuire. Il faut cuire un gâteau, tout simplement, avant de consommer, surtout pour les jeunes enfants. On ne goûte pas la pâte.
Je sais bien, ça a été compliqué pour certains, mais c'est la vie il faut éviter. Ouais. Alors attention, il y a quelque chose qui est pas forcément su, c'est qu'il ne faut pas remettre la viande cuite dans le plat qui a servi pour l'entreposer cru. Oui, surtout au barbecue, ça c'est un truc qu'on fait souvent. On amène au barbecue de la viande dans un plat, puis on garde le plat à côté du barbecue. Et la marinade. Voilà, et après on remet la viande qui est cuite dans le plat qui a contenu la viande crue. Et ça, attention, parce qu'en fait, les bactéries qui étaient sur la viande crue, elles sont restées dans le plat. Donc en fait, vous êtes en train de recontaminer par transfert, en fait, on appelle ça des cross-contaminations, recontaminer la viande qui du coup s'était débarrassée de ces bactéries sur le barbecue, mais comme vous l'avez remis avec du jus de microbes crus, en gros, sur la viande cuite, après vous risquez de vous intoxiquer quand vous la mangez. J'ai une question avant de finir. Et là, je m'adresse à Faudil Plamric qui réalise cette émission. Donc j'ai une question, la dernière. Pourquoi est-ce qu'on déconseille de donner du miel aux enfants de moins de 1 an, alors que le miel a la réputation d'être le vrai miel, un aliment magique? Alors, tout simplement, parce qu'il y a un risque de botulisme infantile. Vous avez sûrement entendu parler du botulisme, ce qui s'est passé à Bordeaux récemment. Avec les sardines. Avec les sardines qui avaient été faites maison. Alors, c'est pas la même chose, le botulisme infantile et le botulisme alimentaire. C'est pas exactement la même chose. En fait, tout simplement, parce qu'en fait, les enfants, les jeunes, les bébés, tout simplement, ils n'ont pas forcément ni l'arsenal immunitaire, ni la maturité au niveau des intestins, par exemple, pour se débarrasser des bactéries. En fait, le miel contient des bactéries qui s'appellent des Clostridium botulinum et qui produisent une toxine qui peut causer le botulisme, qui s'appelle la toxine botulique. Et en fait, ces bactéries, elles sont dans le miel. Quand le bébé le mange, les bactéries sont pas tuées, elles germent et elles produisent la toxine dans le gros intestin. Et en fait, ça cause le botulisme chez le bébé. Après, la toxine botulique, elle est très bien en chirurgie esthétique. En Botox. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. La suite est dans votre livre, Virus, bactéries, microbes, tout savoir pour y échapper, aux éditions Marabout. On vous suit sur les réseaux sociaux, The French Virologist. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes arrêté par Beurre FM. Ouais. Voilà, vous allez repartir en Floride. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez l'émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Et passez une très belle journée en bonne santé sur Beurre FM.